Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ma retraite de méditation silencieuse Vipassana. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, Vipassana, c'est une technique de méditation qui existe depuis plus de 2500 ans, qui a été découverte par le Bouddha Gautama et en gros, moi, ce que j'apprécie avec cette technique de méditation, c'est que elle n'a pas du tout recours à l'imagination, c'est uniquement l'exploration et l'observation des sensations sur notre corps, dans les limites de notre corps. Et concrètement, Vipassana, ça signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Quand on me connaît un peu, on sait que toute ma vie, j'ai été sur un chemin de vérité. Alors j'ai beaucoup cherché à connaître la vérité à l'extérieur de moi, la vérité des autres, sans forcément trop me poser la question de ma vérité à moi. Donc aujourd'hui, quand je dis que je suis sur un chemin de vérité, je parle de la mienne, celle qui est vraie pour moi et qui n'est pas du tout universelle, celle qui est vraie pour moi et que j'expérimente au quotidien dans les limites de mon propre corps. Comment est-ce que j'ai entendu parler de Vipassana la première fois ? Il y a deux personnes, Max et Camille, deux personnes qui m'ont parlé de la retraite Vipassana et de l'expérience qu'ils avaient vécue. Et je m'étais dit, wow, c'est hyper physique, ça a l'air d'être hyper difficile, 10 jours, un peu comme un moine. Moi, c'est pas pour moi. Mais c'était trop tard. La graine était semée dans mon esprit et je savais que j'allais explorer cette piste-là. Et j'ai essayé de m'inscrire une première fois à cette retraite, à un des cours, parce qu'ils appellent ça des cours de 10 jours en France. Et puis, je m'y suis pris trop tard. En fin de journée, le jour de l'ouverture des inscriptions, donc pour une retraite 3 mois plus tard. Et c'était trop tard en fait, il y avait déjà trop de demandes, donc les inscriptions étaient fermées. Pareil une deuxième fois. Et puis en 2022, je me souviens, c'était le jour de l'anniversaire du deuxième enfant de ma meilleure amie. J'avais mis mon réveil à 5h55 parce que les ouvertures des inscriptions commençaient à 6h du matin. Et donc les yeux à moitié fermés, j'étais prête derrière mon ordinateur pour renseigner mon dossier de candidature. Et je l'ai soumis vraiment avec l'intuition que ça allait être mon moment. Ça allait tomber mi-juillet 2022 et je sentais que c'était mon année. En numérologie, 2022, pour moi, c'était une année 7, donc plutôt une année d'introspection, propice à expérimenter ma spiritualité, différentes thérapies ou différentes techniques. Et je trouve que ça correspondait bien. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'avais envie d'être prise, c'est que ça allait correspondre au départ en Polynésie de mon ami. Et j'avais pas envie d'affronter les adieux parce que c'était trop difficile pour moi. Donc une part de moi se disait, c'est bien pour moi, et puis c'est bien aussi parce que comme ça, j'aurais pas à vraiment faire mes adieux. Je serais présente avant, mais avant, c'est pas encore le vrai départ. Et quand je sortirai de la méditation, elle sera déjà partie et ce sera peut-être un peu moins douloureux. Donc ça, c'est la partie coward de moi. Bref, j'ai fait les inscriptions et puis j'ai pas eu de nouvelles tout de suite. Ensuite, j'ai reçu un email, j'étais sur liste d'attente. Et plusieurs semaines, un gros mois avant la retraite, j'ai eu la validation comme quoi j'étais prise. J'étais hyper heureuse et à la fois je savais que j'allais être prise, c'est très bizarre. Il faut savoir que Vipassana est vraiment ouvert à toutes et à tous. Il y a 60 places pour les hommes, 60 places pour les femmes, à peu près la moitié d'anciens et d'anciennes méditantes et la moitié de nouveaux. C'est un tirage au sort. Et c'est entièrement gratuit, l'hébergement, les cours, la nourriture. Et à la fin, si vous avez envie, si ce cours vous a été bénéfique et si vous avez envie que d'autres personnes puissent participer, vous pouvez faire une donation, ce qui s'appelle les danas. Et je trouve ça génial parce que le fait que ce soit ouvert à tout le monde, peu importe la religion, l'âge, le statut social, les revenus, la présence, il y a des gens qui
dans mes différentes retraites qui venaient même de différents pays, parce que c'est bilingue anglais-français. Et je trouve ça aussi génial. Et puis, juste le fait que, voilà, si on n'a pas les moyens, on peut quand même accéder à ça. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Le développement personnel, ça a un coût. Et les personnes qui en ont le plus besoin n'y ont peut-être pas vraiment accès. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des initiatives comme ça, avec plusieurs cours par mois et dans l'année. Et vous avez des centres Vipassana partout dans le monde. Donc c'est chouette aussi. Enfin, moi qui suis une grande voyageuse, je me suis dit, c'est cool, je pourrais peut-être allier une retraite Vipassana à un voyage. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite aussi à regarder. Le plus difficile pour moi, c'est le nombre incroyable d'interdictions. Donc quand vous mettez votre prisme en mode interdiction, vous avez l'impression que vous n'avez le droit de rien faire et que toutes vos libertés sont bafouées. En fait, c'est juste pour vous mettre dans des conditions d'un moine bouddhiste le plus possible. Alors quand je vous dis que vous n'avez le droit de rien faire, il n'y a pas de téléphone portable, pas de lecture, pas d'écriture, pas de dessin, pas de sport, de yoga, pas de discussion, pas de contact visuel, pas de viande, pas de repas après le déjeuner, sauf pour les nouvelles et nouveaux méditants qui ont un petit goûter à 17h. On est réveillé à 4h du matin par le gong pour commencer la première méditation à 4h30. On médite 2 heures, puis on nous sert un petit déjeuner à 6h30 et on a un temps de repos. De 8h à 11h, on médite. À 11h, on nous sert un déjeuner, puis on a un temps de repos. De 13h à 17h, on médite. De 17h à 18h, on a un petit goûter ou à minima une eau chaude citronnée et un petit temps de repos. Et de 18h à 21h15, on médite. Et il y a aussi ce qu'on appelle le discours qui dure à peu près 1 heure, qui sont les enseignements de S.N. Goenka et que moi, personnellement, j'adore parce que pendant ce temps-là, on est éveillé. Donc, on fait aussi travailler notre conscience, on fait travailler notre esprit et ça permet d'obtenir des réponses aux questions qu'on a pu se poser dans la journée. Et en général, vraiment, le nombre de fois où je me suis posé des questions, j'ai trouvé réponse dans ces discours. Donc je trouve, déjà ils sont obligatoires à écouter, mais je trouve qu'ils sont vraiment bénéfiques pour vivre au mieux cette expérience. Je vais vous parler de ma première expérience et j'ai fait 2 retraites Vipassana en 13 mois. Donc la première, je l'ai abordée et j'en suis pas forcément fière, mais je crois qu'on est peut-être nombreux à le faire de cette manière. Je l'ai abordée comme un challenge. En tout cas, je me suis préparée mentalement à me dire que ça allait être dur, d'un point de vue de la nourriture, du fait de pas pouvoir parler, de pas pouvoir écrire, noter mes idées. Ça allait être dur physiquement aussi parce que j'ai une scoliose et que les postures de méditation sont pas forcément confortables, que ça allait être dur parce qu'on va partager des chambres et donc il peut y avoir des bruits et moi j'ai un sommeil assez léger. Ça va être dur parce qu'on dort peu, parce que finalement on médite, en tout cas on est debout 17 heures par jour et on médite un peu plus de 10 heures par jour. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'à la fin d'une retraite Vipassana, vous avez médité 100 heures. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Moi vraiment, autour de moi, on me posait la question, mais on m'a dit, mais pourquoi Fanny, tu fais ça? Et pour la première retraite, je me disais, je viens trouver de la clarté, je viens trouver des réponses, je viens trouver de la clarté, je viens trouver des idées, je viens expérimenter, me challenger, voir ce que ça fait. En fait, j'y allais avec beaucoup de curiosité, mais un peu en mode mental et challenge, je dois l'avouer. Du coup, à la fin de l'expérience, quand on retrouve la parole, moi j'étais dans une forme d'euphorie. J'avais énormément envie de rire parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce qui m'a le plus manqué, moi, c'est le rire. C'est pas tant de parler, pas parler ou quoi que ce soit. Pareil, on me disait, mais Fanny, t'as une idée à la minute, comment tu vas faire si tu peux pas les écrire? Tu vas devenir folle. Et en fait, l'esprit est assez bien fait, ce qui fait que ce dont vous devez vous souvenir, vous vous en souvenez à la fin de la journée. Et moi, je me souviens qu'à la fin de la journée, je me faisais des récaps. Je repassais dans ma tête les idées que j'avais eues et je les notais mentalement.
Et au final, j'arrivais à retirer par journée une grosse idée globalement. Quand ensuite je suis rentrée dans la vie normale, j'ai tout raconté à mes parents, je leur ai dit les visions que j'avais eues, les idées que j'avais eues, j'ai pris certaines décisions suite à ça et peut-être de manière beaucoup trop brusque et en étant tellement persuadée que c'était la vérité et c'était ce que je devais faire à l'instant T et qu'il fallait pas que j'aille par des petits pas, non, il fallait vraiment que je fasse ça. Je me suis mangé des murs, mais c'était intéressant parce que ça m'a permis d'expérimenter, ça m'a permis d'aller prendre des chemins que peut-être je n'osais pas prendre depuis des années. Et en ça m'a permis d'avoir de la clarté. Maintenant, je pense que je n'ai pas compris le principe de Vipassana la première fois que j'ai médité. J'ai pas compris que la seule chose qu'on me demandait de faire, c'était vraiment d'observer les sensations sur mon corps et de me concentrer sur ma respiration, mais absolument pas d'avoir des idées, de voir des images, etc. Après, c'est propre à moi. Moi, je sais que je suis comme ça et tu me laisses 3 jours, je te monte une entreprise. Mais je pense quand même que j'ai abordé cette retraite peut-être pas totalement comme ce qu'elle était. Et donc, je suis peut-être aussi passée à côté de ce que c'est Vipassana. Et vraiment, je le redis, c'est de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors que c'est ça le principe, j'ai l'impression que lors de ma première retraite en 2022, j'ai pas vu réellement ce que c'était Vipassana. Et puis au sortir de la retraite, j'avais mes bonnes intentions, que j'allais continuer à méditer, etc. Puis j'avais pris la décision de refaire une retraite 1 an plus tard. J'ai pas du tout tenu mes engagements de méditation. Je me suis engouffrée dans mes projets, tête baissée, et je crois que je me suis un peu perdue dans le process, que ça m'a encore plus fait douter de mon intuition, parce que je me disais, mais si alors que je ne suis sollicitée par rien à l'extérieur, et qu'il y a des choses qui viennent à moi, mais que a priori, ça n'est pas juste, ça n'est pas comme ça que ça s'est fait, à quel moment je peux me faire confiance? Et ça a été presque pire. Ce qui fait que, en 2023, je trouve que je me faisais pas vraiment confiance, que j'avais perdu mon centre, que j'avais perdu aussi ma confiance et ma sécurité émotionnelle et que j'arrivais plus à distinguer ce qui venait du mental et de l'intuition puisque je faisais pleinement confiance à ce qui était arrivé en juillet 2022 et au final, je me suis rendu compte que c'était pas 100% la vérité. En tout cas, c'était peut-être une vérité mentale avec une part de vérité et qu'on me montrait très certainement ce que ça pourrait être ma vie, mais qu'il y avait des étapes avant. Et j'ai pas voulu voir ces étapes. Donc en 2023, au mois de mai, pareil, j'ai posé mon dossier. À l'époque, j'étais en couple et j'ai proposé à mon partenaire de le faire. Il a aussi posé son dossier. Il n'a pas été sélectionné. J'ai été sélectionnée dans les 3 jours en tant qu'ancienne méditante. Et quand je suis partie pour la retraite le 2 août 2023, j'étais pas du tout dans le même état que 13 mois plus tôt. J'étais dans un état beaucoup plus fragile émotionnellement, de par la distance dans ma relation et finalement la fin de notre union. Et je pense que c'est important de le préciser parce que, à mon sens, Vipassana, c'est tellement challengeant que si vous vous sentez fragile émotionnellement et que c'est votre première fois, votre première Vipassana, c'est peut-être pas le bon timing. Je le précise vraiment parce que je trouve que c'est difficile à vivre. Et même si ils sont précautionneux, ils posent énormément de questions quand on remplit l'inscription, le formulaire d'inscription, je pense que voilà, mon retour d'expérience me fait vous partager ça. Donc je me sentais un peu plus fragile émotionnellement et surtout pas du tout préparée mentalement, puisque mon mental savait que je pouvais le faire vu que je l'avais fait 1 an plus tôt. Et ça a été extrêmement dur. Cette deuxième retraite Vipassana, ça a été extrêmement dur parce que je m'étais pas blindée en amont, c'était plus un challenge, donc c'était moi face à moi-même et face à mon esprit complètement fou, parce qu'on est tous complètement fous. Quand on observe ses pensées, elles sautillent, elles vont dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête. On ne sait pas comment on est arrivé d'un point A à un point B, un point C, un point D. Et d'observer ça vraiment plutôt comme un animal fou que comme j'ai raison, mon mental me dirige, c'était vachement intéressant parce que
sur les 2-3 premiers jours où le mental et l'esprit sont très très agités. Du coup, le corps est très inconfortable. Il y a des énormes douleurs qui arrivent. En tout cas, je parle pour ma part, mais je sais que c'est le retour de la plupart des personnes et même les anciens et anciennes méditantes. Donc, il y a un gros inconfort corporel parce que c'est le temps de transitionner d'une vie normale sursollicitée avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de paroles, avec beaucoup d'informations, avec beaucoup d'écrans aussi, à une vie de moine bouddhiste. Franchement, je vais faire un raccourci, mais clairement, c'est ça. Le 2e jour, j'avais envie d'abandonner, comme ça arrive à beaucoup de personnes, parce que ça devient challengeant. Et puis là, c'était clairement mon esprit qui me disait « Mais t'as pas besoin de ça, t'es pas dans cette phase-là, l'année dernière c'était bien, mais pas cette année, blablabla. » Et je me racontais tous les scénarios possibles et imaginables et bien entendu, j'étais à côté de ma vérité. C'était un stratagème de mon esprit pour ne pas aller en profondeur. À partir du 3e jour, ça a commencé à s'apaiser. Et puis, c'est intéressant, je le partage à ce moment-là parce que moi, j'ai vécu des choses très particulières. Donc, comme je le rappelle toujours dans le silence, la non-communication, j'ai eu un retard de règles et c'était très, très particulier vu ma situation amoureuse. J'étais en panique totale et je ne pouvais pas partager ce que je vivais à qui que ce soit. Et à ce moment-là, vraiment, c'était très compliqué. Chaque soir, je pouvais pleurer dans mon lit et comme je partageais ma chambre avec ma roommate Elena, une Allemande adorable, je le faisais en silence pour respecter le silence global, pour pas la déranger, elle, dans sa pratique et dans ce qu'elle traversait, elle aussi, qui n'était pas forcément évident. Mais ça a été hyper difficile à ce moment-là de pas pouvoir parler à quelqu'un et de pas pouvoir avoir de réconfort. Finalement, mes règles sont arrivées plusieurs jours plus tard, ce qui a remis de la douleur dans mon corps et dans mes pratiques et c'était pas facile. Le 6e jour, je m'en souviens, c'était le Lionsgate. Donc le Lionsgate, c'est un portail énergétique qui est très fort, c'est le 8 août. Donc comme on a 2 fois le chiffre 8, on est vraiment sur une forte transformation de la puissance. Et je me souviens, à la fin de cette journée, déjà j'avais trouvé très belle cette journée, à la fin de cette journée, au sortir du discours, dans la petite pause de 10 minutes qu'on avait avant la dernière méditation de fin de journée, on s'est baladé. Donc les hommes et les femmes sont séparés, donc les femmes se sont baladées et j'ai eu la chance de voir une biche à quelques mètres de moi. Et j'ai pu observer un peu de loin les femmes et la béatitude sur leur visage, comme si on était récompensé, où il y avait quelque chose, en tout cas comme un signe qui devenait, qui nous parlait, en tout cas, il y avait quelque chose qui nous parlait. Et le 8e jour, il y a eu des grenouilles dans ma chambre, et j'ai regardé, et en fait, la symbolique de la grenouille, c'est la fertilité, donc c'était un peu une cosmic joke, quoi. Je trouvais ça drôle et à la fois pas du tout drôle, mais la fertilité, l'abondance et le lien entre la terre et l'eau. Et je trouvais ça hyper beau comme symbolique parce que on a été la seule chambre qui a eu des grenouilles en fait à l'intérieur, des petites grenouilles, toutes petites grenouilles, et j'ai trouvé ça chouette ce clin d'œil. Lors de cette 2e retraite Vipassana, j'avais aucune attente et je savais que ça allait me jouer des tours si je visualisais quoi que ce soit. Donc j'ai fait davantage attention à me concentrer vraiment, à me recentrer à chaque fois à l'intérieur de moi. La seule chose que je voulais pour cette retraite Vipassana, c'était vraiment développer, renforcer ma sécurité émotionnelle et renforcer la confiance en mon intuition. C'est la seule chose que je voulais. J'avais pas besoin de nouvelles idées ou quoi que ce soit, j'en ai déjà trop, donc je venais pas pour ça du tout et je venais vraiment pour revenir en mon centre. Et ce qui est rigolo, c'est que lors du 10e jour, donc le dernier jour, il y a quelque chose qui s'est libéré en moi lors d'une méditation. C'est comme si, après toutes ces résistances que j'avais eues pendant tout cet été, après toutes ces oscillations émotionnelles, après toute cette colère, cette incompréhension que je pouvais avoir par rapport à ma relation amoureuse et le fait que ce soit la fin, au fait que je sois dans l'attachement, donc humain, alors que moi j'aime d'un point de vue très spirituel et très grand, eh bien il y avait quelque chose qui lâchait
Et c'est comme si j'incarnais toute la pratique des 10 jours, à savoir que je voyais réellement ce qui se passait dans ma vie. Pas ce qui aurait pu se passer, pas ce qui pourrait se passer. J'étais pas dans une potentialité, j'étais dans un réel et dans l'instant présent et uniquement l'instant présent. Ça, et puis la deuxième chose, c'est que pendant toute la technique de méditation Vipassana, on nous répète anicca, donc l'équanimité et le fait que tout change et que le bon comme le mauvais va passer de toute façon. Donc quand c'est inconfortable dans le corps ou dans l'esprit, ça sert à rien de s'acharner davantage, on ne fait que renforcer le mal ou la souffrance de manière mentale, alors que si on respire, qu'on se relaxe, c'est juste qu'on observe ce qui se passe naturellement, parce que en l'observant, on lui donne de la place, naturellement, ça se libère. Moi, c'est au 10e jour que j'ai ressenti cette libération à l'intérieur de moi. Et puis quand on a rompu le noble silence, donc le 10e jour, alors que l'année dernière, j'avais eu besoin vraiment de sociabiliser avec les personnes qui étaient présentes dans une forme d'euphorie, je le répète, de partager mon expérience, etc. Là, j'avais mon expérience passée et en fait, je me disais, mais ces personnes-là, il y a assez peu de chances que tu les revoies. C'est dommage de retomber directement dans un esprit d'analyse et de comparaison et de parole, alors que tu as été pendant 10 jours dans le silence et que ça t'a bien convenu. Et donc, je suis plutôt... je suis allée dans ma chambre, j'ai noté les idées que j'avais, j'ai rallumé mon téléphone pour avoir mes notifications, mais je les ai pas consultées tout de suite. Je suis allée me balader en nature. Et ensuite, j'ai parlé, mais étonnamment, je n'ai parlé qu'en anglais. Toutes les interactions que j'ai eues, eh bien, elles ont toutes été en anglais. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'observer. Donc, je dirais que si je regarde... Et si je compare mes deux expériences Vipassana, je dirais que la première, vraiment, je l'ai plus vécue dans le mental et dans le challenge de je peux le faire, moi je peux le faire, je vais y arriver. Et la deuxième, je l'ai vécue beaucoup plus dans le ressenti corporel et aussi émotionnel. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je continue mes méditations chaque jour, chaque matin. Parfois c'est plus difficile, parfois je tiens que 30 minutes, parfois 1 heure, parfois 45 minutes, mais vraiment je veux maintenir ce rythme parce que j'ai envie de commencer la journée par ce qui est à l'intérieur de moi, par ce qui est réel, par ce qui est présent. Et plutôt que de sauter dans ma journée avec tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut me faire perdre mon centre. Parce que le jour où j'ai des décisions importantes à prendre, il faut que je puisse les prendre d'un espace centré, équilibré, harmonieux. Et il faut pas que le retour des personnes, la vie des personnes, vienne influencer tout ça. Et moi, j'en étais à un point où je pense que je me faisais plus du tout assez confiance. Et je suis contente d'aller cultiver ça, de choisir aussi de cultiver ça. Et donc de peut-être faire une 3e retraite Vipassana plus tard, peut-être à l'étranger, je ne sais pas. Donc si vous vous posez la question de est-ce que Vipassana c'est pour vous, déjà si vous êtes allé au bout de ce podcast, si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui ont résonné, il n'y a pas de hasard. Donc c'est qu'il y a une partie de vous qui a envie de le faire. Ensuite, posez-vous la question de quel est le meilleur moment pour vous. Moi, j'avoue que j'aime bien l'été parce que d'une manière générale, je trouve qu'en France, du 15 juillet au 15 août, c'est très 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 calme. Et j'ai la sensation que ça favorise ce retour au calme aussi, un peu comme si on manquait rien, d'une certaine manière. Et puis quand on ressort de la retraite, c'est encore les beaux jours, c'est encore doux. Si on peut enchaîner avec un moment pour justement se recentrer, parce que clairement quand on sort de Vipassana, on n'a pas vraiment une bonne tête, on n'a pas assez de sommeil. Ça a été dur psychologiquement, physiquement, etc. Donc les traits sont tirés. Alors que moi, j'étais sûre à la fin de la première retraite que j'allais avoir une bonne tête. Non, clairement pas. Si c'est pour avoir une bonne tête et vous recentrer et penser à vous et à votre bien-être, faites autre chose, ne faites pas Vipassana. Vipassana, c'est pas du loisir en fait. C'est d'ailleurs notre enseignante nous disait c'est un camp d'entraînement. Et ouais, je trouve que c'est vraiment ça en fait. C'est un camp d'entraînement. On fait toujours de notre mieux, on cherche la progression et on cherche à observer ce qui a progressé, mais sans le juger, mais observer.
Ça développe vraiment, ça aiguise notre sens de l'observation et ça le développe et ça nous permet d'être encore plus dans le non-jugement. En tout cas, voilà, si ça a résonné en vous, si vous vous tâtez, allez sur le site internet de Vipassana, vous aurez toutes les informations, tout le calendrier des prochaines retraites aussi, et comme je vous dis, c'est 3 mois avant les inscriptions, et vraiment, si vous êtes nouvelle ou nouveau méditant, il faut vraiment que vous soyez sur votre ordinateur à 6h du matin, le jour des inscriptions, parce que sinon c'est trop tard, ils sont débordés de demandes, et vous n'aurez pas la chance du coup d'être pris. Après, une fois encore, je pense que les 2 fois où j'ai postulé, où j'ai pas été prise, je n'étais absolument pas prête à faire Vipassana. Je crois que Vipassana arrive à nous quand c'est le bon moment. Peut-être que ce sera jamais votre bon moment et c'est complètement ok. Peut-être que vous me prenez pour une folle de faire ça, c'est aussi complètement ok. Moi, ce que je sais, c'est que ça correspond complètement à mon chemin d'éveil, d'élévation des consciences, et que le plus je retrouve mon centre et que je suis dans mon centre cœur, le plus je peux rayonner d'amour, d'inspiration, de clarté et de guérison du cœur dans tout ce que je fais. Parce que c'est pas juste faire une seule chose, en fait, c'est toute ma vibration, toute mon énergie. À partir du moment où j'entre en contact avec de nouveaux humains, avec des êtres humains, avec des êtres vivants d'une manière générale, je peux les toucher de mon énergie. Alors que si je suis dans un espace où je suis même pas consciente de ma propre respiration, comment est-ce que je peux être consciente de mon prochain ? Ça n'a pas de sens. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, que peut-être ça vous aura donné envie, peut-être pas du tout. Et je vous dis à très bientôt dans Conversation au cœur des hommes.